À la base, c'était pour rigoler, mais pour vous, on l'a fait. Mesdames et messieurs, bienvenue dans le premier épisode, enfin, du Bello Time. Je suis très, très content d'être ici et honoré d'être avec deux invités exceptionnels. Casting 4, 5, 6 étoiles même pour la première du Bello Time. On a Adem Djouadji avec nous. Adem, comment tu vas, mon frère? Très bien, et toi? Ça va J'espère que très, vous allez très bien, les gars. Très, très heureux d'être Ça va, là. merci Adem. Gagnant de la nouvelle voix de l'After Ouais, aventure qu'on a fait ensemble. qu'on a fait ensemble il y a quelques semaines. Quelques semaines, ouais. C'est toi qui as éteint Ballard, comme a dit Putain, Walid. Ballard, c'est un mot fort. Il y avait du monde, mais en tout cas, le destin a fait que je me suis retrouvé gagnant. Je suis très, très heureux. Tu as réalisé le Et rêve de puis- 3500 candidats. Bravo Adem, tu le mérites. Merci. Et je suis très honoré que tu sois là pour, Avec pour grand la plaisir. première. Et on a le deuxième Congolais le plus connu de France. Après Fally Ipupa, je pense que tu as dépassé Maître Gims et Gradure. Pour Non, moi. non. C'est Elton Mokono. Elton, comment tu vas? Salut, comment ça va? Ça La va très forme, bien, ça va merci. très bien. Ouais. Très, très honoré que tu sois là. Merci, c'est gentil. Tu as répondu au message directement. Le Spontanément, premier ouais. guest de mon émission. Je suis très honoré que ce soit toi, Ah oui? que tu sois le parrain du Bello Time. Le parrain, c'est un titre important. Ça, Le parrain, c'est un titre important parce que c'est C'est le un premier titre, d'une longue série. Ce sera toi qui es venu en premier. Et dans quelques années, tu pourras dire, vous voyez là, le Bello Exact. Time, j'étais le premier. en fait. Exactement, bah oui, bah depuis le Maroc, la Coupe d'Afrique des Nations. Exactement, on et s'est tout. rencontrés au Maroc, on avait fait Exactement. un plateau ensemble à l'After Can. C'est ça, ouais. On avait fait 2 plateaux ensemble. Ouais, même fait, comment ça s'appelle, la marche avant. La marche la fameuse marche Algérie-Congo, c'est avant. ça. Algérie-Congo. Exactement, ouais. dans laquelle tu as participé gentiment, Exactement. tu es venu. Ouais, ouais. Et depuis le but de Boulbina, on s'est pas revu. C'est ça, ouais. C'est ça. Donc, Non, on a- mais non, si, on s'était revu le soir du match. Le soir du match, c'est vrai. On s'est revu le soir du match C'est après vrai. avec le Bougarno à qui Ouais. on passe le bonjour. C'est vrai qu'on s'était Ouais. revu là-bas. Je suis très content que vous soyez là, les gars, pour la première du Bello Time. 3 sujets. Premier sujet qui me fait un peu mal au cœur, je vous le cache pas. Le Paris Saint-Germain est-il déjà, à l'heure actuelle, à l'heure où on parle, la meilleure équipe de la Ligue des Champions au XXIe siècle? Adem. C'est une question à laquelle il est compliqué de donner une réponse maintenant parce que Mhm. j'ai du mal à juger une équipe qui n'a pas encore terminé son chef-d'œuvre, entre guillemets. C'est une équipe, j'ai du recul sur le Barça, j'ai du recul sur Manchester United, j'ai du recul sur le Real Madrid, mais sur le PSG, j'ai pas encore de recul. On est en plein dedans et j'ai envie de vous dire qu'aujourd'hui, le Paris Saint-Germain est à la table, est à la discussion. Maintenant, les mettre en numéro 1, ne sachant pas où est-ce que va s'arrêter cette équipe, personnellement, je trouve que je peux pas encore juger l'empreinte qu'ils vont laisser. On parle Et- à l'heure actuelle, Adem. À l'heure Aujourd'hui, actuelle, à l'heure actuelle, après leur back-to-back, est-ce qu'on peut les mettre à la table? On va citer les équipes, bien évidemment, mais est-ce que pour toi, à la table, oui, bien sûr, tous les jours. Après, si tu me demandes le numéro 1 au-dessus de tout le monde, c'est ça qui est plus compliqué à déterminer. Mais par Mhm. contre, à la table, ils y sont. C'est la seule équipe à avoir gagné cette nouvelle formule de la Ligue des Champions 2 fois, une formule à 17 matchs, si je dis pas de bêtises. Donc, c'est quand même une prestation qui, pour l'instant, n'a pas été faite, hormis eux. Et cette équipe a une moyenne d'âge de 25 ans. Donc, je pense qu'on est encore parti pour 3-4 années où le Paris Saint-Germain va pouvoir étaler cette legacy. justement, cette marge de progression qu'a le PSG, Elton, par rapport justement à la moyenne d'âge très faible, 25 ans, des joueurs comme Vitinha, comme Joao Neves, comme Pacho, ils ont un effectif qui peut encore s'améliorer et qui peut encore prendre en maturité. Est-ce que pour toi, Elton, c'est déjà la meilleure équipe du XXIe siècle? Non, je dirais pas ça. Je dirais pas ça parce qu'encore une fois, c'est du très récent. C'est très difficile d'avoir forcément du recul. Moi, je te mettrais spontanément le Real Madrid, notamment le cycle, pas seulement le cycle 2016-2018, mais aussi 2014, 2015, où il y a quand même, si je dis pas de bêtises, il y a 7 participations en demi-finale. Tu as 4 titres de Ligue des Champions en 5 ans. Pour moi, c'est un cycle qui a été très important, qui a redéfini l'Europe du football, ou plutôt la Ligue des Champions, avec des joueurs iconiques. Il n'y a pas besoin de le présenter, notamment Cristiano Ronaldo. Et ça a découlé derrière sur des joueurs qui ont remporté énormément de Ligue des Champions. Le PSG s'inscrit dans ce chemin-là. Et maintenant, de là être le protagoniste principal, je ne pense pas qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, quand on dit Ligue des Champions, on dit le PSG. Ça reste encore le Real Madrid pour tout ce que ça représente. Peut-être parce qu'à l'heure actuelle, c'est assez récent, c'est assez frais. Peut-être qu'on ne se rend pas encore compte de la dinguerie qu'a fait le Paris Saint-Germain en faisant un back-to-back. Et je voulais vous parler de ce back-to-back justement par rapport à l'adversité. 34 matchs pour faire un back-to-back. Le Real Madrid n'a pas fait 34 matchs. Le Barça de Guardiola n'a pas fait 34 matchs. Donc, est-ce que par rapport à l'adversité et aux équipes affrontées, ils ont massacré la Première Ligue? Clairement, il y a toutes une les chose- équipes de Première Ligue. Est-ce que
c'est pas un argument qui peut peser dans votre. Il y a une chose est sûre, c'est que c'est l'équipe de la décennie en Ligue des Champions. Si tu prends la décennie 2020 jusqu'à 2030, quand tu fais 3 finales en 6 ans maintenant, Il reste encore tu 5 es ans, l'équipe, il reste tu encore es 5 ans dans la actuellement, décennie. tu es l'équipe de la décennie. 3 finales, t'en prends 2 sur les 4 prochaines années, je les vois pas s'écrouler. Enfin, ça aurait aucun sens que cette équipe s'écroule maintenant. Donc c'est l'équipe de la décennie. Maintenant, du 21e siècle, je rejoins l'avis d'Elton. Je pense que c'est pas encore l'équipe du 21e siècle, que ça manque encore d'images marquantes sur les 25 ans de Ligue des Champions, parce que oui, les 2 années ont été fantastiques, mais il faut pas oublier tout ce qui s'est passé les 20 années où le Paris Saint-Germain n'était pas encore cette équipe réputée, parce qu'ils étaient plus réputés pour des mauvaises raisons que pour des bonnes en Europe. Donc je pense qu'il faut encore laver un peu ça pour devenir l'équipe numéro 1 en Europe. Et moi, je pense que l'Europe du football, l'élite du football européen était plus fort à l'époque du Real Madrid. Je veux L'adversité dire, n'était ouais. pas la même pour Il y toi. avait le Bayern de Guardiola qui était sur un projet fort. Il y avait l'Atlético du Cholo Simeone qui était sur un projet fort. Il y avait le Barça de la MSN. Il y avait aussi les clubs italiens, notamment la Juve qui avait quand même fait 2 finales. Je pense qu'en plus, sur la longueur de la compétition, comme c'était une compétition qui était beaucoup plus courte, ça a occasionné par exemple des sorties de route qui auraient pu être plus fréquentes. Et par rapport à ça, le Real Madrid a répondu de la meilleure des manières. Quand bien même on n'a pas eu un Real Madrid qui, en Liga, et c'est vrai que ça a été notamment l'une des erreurs, enfin, l'une des problématiques du Real Madrid en 2018, ils ont été rapidement largués. Mais en ce qui concerne la Ligue des Champions, ils ont quand même été la référence, l'unité de mesure. L'unité de mesure pour toi. Donc, pour vous, si j'entends bien vos arguments, est-ce que le fait que le PSG en Ligue 1, même si cette année il y a eu l'adversité du RC Lens, on a fait semblant d'y croire jusqu'au bout, est-ce que le fait que la Ligue 1 soit un terrain de jeu pour le PSG où ils peuvent se permettre de faire jouer une équipe B rentre aussi dans votre Non, pas du tout pour conception? moi. Moi, quand tu me parles de Ligue des Champions, je m'arrête vraiment sur la Ligue des Champions, et ce qui s'est passé en championnat ne rentre pas dans ma ligne de compte. Parce que le Bayern a été une équipe exceptionnelle et historique, et pourtant la Bundesliga n'intéresse pas grand monde. Je pense pas que ça rentre en ligne de considération, en tout cas pour ma part. Et en plus, par rapport au PSG, il y a aussi la nature du parcours. Faut pas oublier que tu as eu des chemins de traverse, tu as quand même loupé à 2 reprises le top 8, ce qui t'a pas empêché de remporter la Ligue des Champions. Ça Mais ce rajoute qui- à la difficulté, mais, parce qu'à chaque fois, ils passent par les barrages. Oui, tu passes par les barrages, mais ce que je veux dire par là, c'est que pendant... Alors, ça compte et en même temps, ça compte pas au final, c'est que pendant le premier semestre, t'as avancé pas comme la meilleure équipe du plateau. Mhm. C'est progressivement par la suite, là où ça compte, que tu as réussi à être la meilleure équipe du plateau, bah, en battant les équipes qu'il fallait au bon moment. Donc c'est pour ça que là, j'émettrai une nuance. D'accord. Donc, pour vous, du coup, quelle est la réponse à cette question? Vous m'avez parlé du Barça, vous m'avez parlé du Real. Non, je t'ai pas, on t'a parlé que du Real. Vous m'avez parlé Ouais. du Real, c'est vrai. Moi, Elton, t'as parlé du Real. Moi, j'ai resté sur le Real aussi. Ouais. moi, je peux vous parler également de ce Barça-là parce que, en vrai, 2009-2011, entre les deux, il y a 2010 où José Mourinho, il fait un coup, personne ne l'attend, mais bon, il réussit son coup. Donc, en se projetant, on peut se dire qu'ils ont fait 2 grosses finales, ils ont pris les 2 Ligues des Champions et ils auraient pu en prendre une 3e au milieu si malheureusement Mourinho n'avait pas fait ce coup-là. Vous mettez où le Barça de Guardiola par rapport au Real Je le mets juste derrière personnellement, parce que tu vois, dans ta phrase, tu as dit si José Mourinho pardon, avait empêché, contrecarré les plans du Barça, mais sauf que le Real, il n'y a pas de si. Ils ont pris les 3 d'affilée avec une équipe légendaire, des joueurs intemporels. Quand tu vois l'attaque qu'ils avaient, c'est au même titre qu'un Messi. Il y avait le Ronaldo du côté du Real Madrid. Tu avais Gareth Bale, tu avais sur le banc de touche un coach qui est aussi iconique que Pep Guardiola, parce que de l'aura qu'il a, peut-être qu'il n'a pas autant d'accomplissements en tant que coach, mais au final, le seul de l'ère moderne qui en a 3 d'affilée, c'est Zinedine Zidane. Il est parti sur ça. Donc moi, cette équipe-là, elle regroupe vraiment tout ce qu'on peut faire de légendaire dans une équipe, tu l'as dans ce Real Madrid-là. Alors oui, peut-être que dans l'empreinte, dans la poésie, dans ce que pouvait raconter une équipe, le Barça 2009-2011 est un petit peu au-dessus. Mais par contre, quand tu prends tous les tenants et les aboutissants en prenant en compte les accomplissements de par les trophées, le Real Madrid est au-dessus. Ça dépend de quoi tu parles. Sur le football, notamment de manière vaste et générale, pour tout ce que ça a pu apporter, je te dirais le Barça. C'est là où Mais en ce qui concerne la Ligue des Champions, moi, je mettrais le Real Madrid. Pas seulement par rapport aux 3 Ligues des Champions successives, mais par rapport au cycle. Je n'oublie pas, encore une fois, 4 Ligues des Champions en 5 ans, la demi-finale contre la Juve, où tu sors de rien du tout sur un but d'Alvaro Morata. Donc c'est pour ça que par rapport à cette notion de cycle, et tout ce que tu as pu faire, je mettrais le Real par rapport à cette idée de ce que représente la Ligue des Champions. Pour vous, les trophées avant le jeu. Non, ce que j'essaye de t'expliquer, c'est par rapport à cette notion de Ligue des Champions. C'est une équipe qui a eu cette capacité à se renouveler par rapport à une concurrence qui était très forte à l'époque et qui a réussi notamment à trouver des recettes.
Je veux dire par là, l'équipe de 2014 ne ressemble pas à celle de 2016. L'équipe de 2016, quand bien même c'est les mêmes joueurs, ne ressemble pas à celle de 2017 avec l'introduction du losange de Zinedine Zidane. Et l'équipe de 2018, pour moi, qui est la moins forte du cycle des 4 ans, elle a trouvé des ressources mentales pour quand même s'imposer avec d'autres éléments. Donc c'est pour ça que moi, du côté du Real Madrid, je valorise cette capacité à d'une certaine manière se réinventer tout au long de ses parcours. Ça n'a pas été le même... Il y a eu les mêmes joueurs bien évidemment, mais à côté de ça, ça n'a pas été forcément la même équipe dans sa forme. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires, vous, si pour vous, le PSG est déjà la meilleure équipe en Ligue des Champions du 21e siècle, ou si vous rejoignez les avis communs de Elton et Adem. Justement, par rapport au Paris Saint-Germain, on va se projeter, comme l'a fait Ousmane Dembélé, un peu dans l'euphorie, la 3e étoile. Si Paris, partons sur une hypothèse, où ils prennent la Ligue des Champions l'année prochaine, pour vous, vous les mettez devant le Real Madrid ou pas? Ah mais pour l'instant, c'est trop précoce. C'est tellement loin, C'est trop imaginez. précoce parce que, encore une fois, tu l'as évoqué, le parcours que représente la Ligue des Champions, c'est un parcours qui est titanesque. Ça, faut pas l'oublier. Et encore une fois, dans le football, un an, c'est une éternité. Il peut se passer tellement de choses. Ce qui peut aider le PSG, c'est cette ambition, c'est cette idée de redéfinir l'Europe du football à travers la Ligue des Champions. Mais ça peut les emmener à Madrid. Mais pour autant, on a bien vu que la concurrence commence à déjà à se mettre en marche, à se renforcer. Justement, on va en parler dans le Et que prochain le sujet. Bayern a été pas loin justement de te sortir sur la demi-finale de Ligue des Champions. Pour moi, c'est trop précoce pour justement tirer des plans sur la comète et dire que le PSG serait déjà l'égal d'un Real Madrid. Mais aujourd'hui, c'est l'ambition qui est clairement formelle, qui est clairement affichée parce qu'ils ont les moyens. Moi, il y a une bascule qui est très importante, c'est le fait de remporter cette 2e Ligue des Champions qui t'ouvre de nouvelles perspectives, de nouveaux horizons pour justement te dire que voilà, tu es capable d'aller chercher cette 3e Ligue des Champions. Adem. Non, je rejoins encore une fois l'avis d'Elton. C'est beaucoup trop tôt. On n'a pas eu le temps de digérer la 2e, que déjà on C'est veut la Ousmane 3e. Dembélé, c'est Ousmane Dembélé qui a lancé ce débat. Alors, à la base, on lui a rien demandé. Tout le monde voulait savourer. Oui, il était dans l'euphorie de la célébration, mais c'est comme ça, l'être humain est gourmand, on en veut toujours plus. Et évidemment, l'appétit s'ouvre parce que Dembélé a demandé la 3e, t'as Luis Enrique qui regarde dans le bus, on a dit 2, 3, 4, 5, 6. Donc c'est de la surenchère permanente. Ils sont dans l'euphorie, ils profitent, ils ont bien raison. Faudra déjà voir dans quel état le Paris Saint-Germain va les retrouver au mois de septembre, avec quel joueur, quel effectif. Parce que je pense qu'on arrive aussi sur un certain fin de cycle, une certaine fin de cycle pour les remplaçants, comme des joueurs comme Canguilhi, Gonzalo Ramos, qui, mine de rien, sourient sur les photos, mais qui se disent bon, ma carrière avance, le temps passe, j'ai mes 2 Ligues des Champions, mais il faudrait peut-être que je joue maintenant. C'est justement le dernier axe sur lequel on va se positionner par rapport à ce Paris Saint-Germain-là. Comment gérer l'effectif pour la rentrée? Comment améliorer l'effectif? Comment sortir les remplaçants en ramenant un peu de fraîcheur avec des nouveaux arrivants? Pour vous, qu'est-ce que vous voyez comme recette là, qui va être préparée par Luis Campos cet été? Qu'est-ce que vous voyez? Qui vous voyez arriver? Qui vous voyez partir? Et Luis Enrique, ouais. c'est très important parce que, en fait, d'une problématique, il a trouvé une solution, notamment par rapport à la préparation physique qui a été tronquée, ça faut quand même le rappeler. Et Luis Enrique a été créatif parce que il est passé par là du côté du FC Barcelone, notamment la gestion d'un triplé au sortir de la saison 2014-2015. C'est ce qui lui avait été reproché. Et à l'époque, c'était un jeune entraîneur, Luis Enrique, je pense qu'il a appris depuis. C'est qu'il a trouvé dans cette Ligue 1, telle qu'on la connaît, c'est un championnat qui, économiquement parlant, les autres clubs n'ont pas forcément les moyens de se renforcer. Il a mis à profit notamment la Ligue 1 pour justement responsabiliser des joueurs qui n'auraient pas forcément un temps de jeu très important sur la Ligue des Champions. Et à côté de ça, il a pu remettre pour la cause des joueurs comme Warren Zaïre-Emery qui a été très important dans la campagne de la Ligue des Champions. C'est à travers aussi, dans un premier temps, la Ligue 1 que Safonov est monté progressivement en puissance. Donc moi, je pense qu'il va s'appuyer notamment sur cette idée-là, à savoir que la Ligue 1 te permet justement d'être créatif, de donner un temps de jeu très important à certains joueurs et pourquoi pas avoir notamment des choses sur la phase finale de Ligue des Champions. Même un Beraldo qui avait un rôle qui était marginal, il rentre dans un poste qu'il a appris à connaître tout au long de cette saison 2025-2026. Mais après, c'est vrai qu'il faut un renouvellement parce que c'est un cycle de 3 ans, ça faut pas l'oublier, parce qu'il a commencé en 2023. Il y a des joueurs aussi qui logiquement aspirent à autre chose, aspirent à se sentir plus important. Il y aura notamment la problématique Barcola, on va voir si ça va avoir une influence sur le mercato estival. Mais je pense que du côté du PSG, tu dois axer sur la qualité avant la quantité parce que tu t'appuies sur un groupe qui est court, un groupe qui est restreint, un groupe où tu t'appuies sur une certaine forme de polyvalence
faut appuyer notamment sur ces joueurs qui sont capables d'être polyvalents, qui ont l'esprit totalement ouvert pour se dire que, ok, moi j'ai mon poste, j'ai mes préférences, mais encore une fois, quand j'arrive au PSG, d'une certaine manière, je vais réapprendre un certain type de football et que je vais avoir des champs des possibles qui vont être particulièrement développés pour être un meilleur joueur. Et cette notion de polyvalence, elle doit entrer en ligne de compte. Justement, là, dans le mercato actuel, comme joueur polyvalent, parce qu'on sait que Luis Enrique, il aime les joueurs polyvalents, qui tu verrais toi, voilà, t'es Luis Campos, t'es dans le bureau, t'es là-bas, là, t'es à... Comment ça s'appelle Au campus. Au campus Poissy. du PSG. Poissy. T'es dans ton bureau, t'as une liste, tu vas sur qui, Adem? Déjà, honnêtement, s'il n'y a pas de départ, en termes d'arrivée, j'aurais seulement 2 arrivées. Une au poste de latéral droit pour combler la doublure d'Achraf Hakimi, parce que je pense que Willian Zaïre Emery, à terme, reste un milieu de terrain. Donc moi, j'irais peut-être sur un profil Ligue 1 comme Guéladoué, qui peut jouer ce poste-là, mais vraiment un backup pour se focaliser sur la Ligue 1. Et en numéro 6, j'irais prendre Boadji à Lille. Bon, Olivier Létang, hier, a mis un petit coup de pression dans l'after pour expliquer que 50 millions d'euros, c'était pas assez Pas assez, ouais. pour le jeune Marocain. Mais moi, c'est les 2 profils. Maintenant, s'il n'y a pas de départ, pour moi, le 11, et Luis Enrique l'a montré, Luis Enrique a son 11. Je pense que s'il avait le choix de garder le même groupe sans départ, il ne ferait limite venir personne. Il garderait ce noyau dur. Maintenant, je pense, comme j'ai dit, que Kangin va peut-être avoir des envies d'ailleurs. Gonzalo Ramos, ce type Barcola, parce que ça fait quand même 2 ans qu'il ronge son frein et qu'il n'est pas sur la photo finale, la photo finish. Donc moi, je pense que dans cette équipe-là, demain, Barcola sort. On parle beaucoup de Julian Alvarez. Mais si tu fais venir un joueur comme Julian Alvarez pour 100 millions d'euros, il ne vient pas pour jouer contre le Havre. Donc j'aime bien, moi, tous ces noms qui arrivent. Julian Alvarez, à un moment donné, il y a eu cette mode un peu de faire tous les gros noms au Paris Saint-Germain les uns après les autres. Mais la réalité, c'est que l'équilibre d'un vestiaire est sûrement plus important que tous les noms qu'on a pu avoir par le passé au Paris Saint-Germain. Et aujourd'hui, pourquoi les remplaçants acceptent ce statut-là? Parce que l'équipe fonctionne. Tu sors sur 2 Ligues des Champions d'affilée. Tu ne peux pas ouvrir ta bouche. Parce que si tu te plains, tu prendras la porte. Tu n'es pas en position de force. Par contre, si demain, parce que ça va arriver, un jour le Paris Saint-Germain va sortir de la Ligue des Champions, il y aura des résultats un peu plus en dents de scie. Et bien ce jour-là, les remplaçants vont toquer à la porte. Mon temps de jeu, il est où? C'est à mon tour maintenant d'avoir mon temps de jeu. Et si tu fais venir un joueur comme Julian Alvarez, il va pas attendre que Désiré Doué soit mauvais pour sortir. Et si tu sors parallèlement Désiré Doué du 11, il va te dire mais pourquoi je sors? Je suis 12 champion d'Europe en titre. Donc c'est très compliqué comme équation et il faut surtout pas négliger l'équilibre du vestiaire qui est à préserver dans cette équipe. Donc justement, par rapport à cet équilibre du vestiaire, vous avez parlé de Barcola. Si vous sortez Barcola, est-ce que vous irez sur un profil comme Eli Kroupi Junior qui revient avec insistance du côté du Paris Saint-Germain? Je ne sais pas si c'est le PSG qui est dessus ou si c'est les agents qui essaient de le placer au PSG. Elton. Moi, déjà, j'ai pas envie de sortir Barcola. Moi. Je D'accord. pense que son aventure n'est absolument pas terminée avec le PSG et qu'il peut être encore un meilleur joueur dans cette équipe-là. Et moi, d'ailleurs, je comprends pas forcément pourquoi il aurait des envies d'ailleurs, parce que moi, je pars du principe que 45 matchs titulaires au PSG, c'est largement mieux que 65 matchs dans un club, par exemple, de Première Ligue. Parce que là, tu es dans un environnement où il est important. Moi, je n'oublie pas qu'à un moment donné, il faisait de vraies bonnes choses, notamment son match retour ou sa double confrontation contre Chelsea, Ouais. jusqu'à la blessure de Joao Pedro. Et moi, ça me rappelle un peu ce qu'a connu Zaïre Emery et sa blessure face à Stuttgart, qui empêchait d'avoir cette dynamique sur le sprint final. Et on l'a senti du côté de Bradley Barcola. Maintenant, s'il sort... oui, je t'amènerai par exemple un Diomandé. Diomandé par rapport à cette notion de flexibilité tactique. C'est un joueur voilà, qui est dans l'antichambre du football européen, avec tout le respect qu'on doit avoir pour Leipzig. C'est un joueur qui nous a montré avec la sélection ivoirienne qu'il pouvait faire de bonnes choses. Mais le fait est que du côté du PSG, ça va toujours être la même ligne de conduite, à savoir continuer d'avoir cette ambition. Parce que pour moi, le PSG, c'est une équipe qui ne se définit pas par ses trophées, et par ses objectifs. C'est une nuance qui est très importante dans la mesure où les trophées sont la conséquence des objectifs que tu te fixes. L'image de Luis Enrique qui se projette déjà sur la 3, 4, 5e Ligue des Champions, c'est ce qui définit le PSG parce que très rapidement, dans leur agenda, ils avaient fixé Budapest comme terminus de la saison 2025-2026 de la même manière qu'ils vont répéter l'expérience avec Madrid. Maintenant, dans les objectifs, tu as des invariables, tu as des impondérables. Le PSG de Luis Enrique est déjà passé par là contre le Borussia Dortmund, où pour moi, ils étaient la meilleure équipe sur la double confrontation. Ils ont été éliminés. Mais l'objectif du PSG 2026-2027, c'est de continuer à avoir cette ligne de conduite, de travailler pour se donner les moyens d'atteindre cet objectif. Très bien. Donc, pas de grands chamboulements, si j'entends vos dires. La dernière question que j'ai par rapport à ce PSG, Ibrahima Konaté, vous allez dessus, oui ou non? Ibrahima Konaté a davantage en partance vers le Real Madrid. Moi, je pense qu'il faut miser sur un statu quo. Alors, l'année de Zabarni a été très contrastée parce qu'il y avait une adaptation, notamment par rapport à la manière de défendre entre Bournemouth et notamment le marquage en individuel d'Iraola qui était très poussé, qui était très marqué.
un travail défensif dans le PSG de Luis Enrique, où il est davantage latéral droit que défenseur central, parce que tu as un Hakimi qui monte, qui va aller chercher le milieu de terrain opposé. Et donc, forcément, ce sont des principes, des concepts qui sont difficiles. Et en plus, tu rentres dans une notion où tu es jugé tous les 3 jours, tu es le dernier arrivé, tu es les chaussures qui sont forcément les plus chères. Donc, on te regarde avec ce prisme-là. Et moi, je me dis, moi, j'ai toujours mis en avant dans les émissions quelque chose qui a marché pour le PSG. C'est le fameux mercato interne. Le mercato interne, c'est comment tu grandis dans cette équipe parisienne. Et dans les exemples de mercato interne, il y a des exemples qui sont tonitruants. Je veux dire, la saison 2022-2023 de Vitinha et la saison 2023-2024 de Vitinha, ça n'a rien à voir. Absolument C'était pas. un mercato interne. Plus récemment, on a eu un Zahir Emery. Je pense qu'un Zabarni peut s'inscrire dans cette logique-là, mais il va falloir qu'il bosse, bien évidemment. Rapidement, ton adhème. Moi, Ibrahima Konaté, le joueur est excellent, il pourrait jouer au Paris Saint-Germain, mais moi je prends la question à l'envers. Je ne comprends pas pourquoi on veut envoyer Marquinhos à la retraite tous les étés, sachant que sur la finale, s'il n'y a pas le sauvetage qu'on traverse avant la mi-temps, je pense pas que tu gagnes cette finale. Contre le Liverpool, pardon, à Anfield, il y a le sauvetage encore une fois qui te sauve. Contre le Bayern Munich là-bas, il est monstrueux. Et tous les ans, on a cette petite musique, Marquinhos est fini. Déjà en Ligue 1, tu peux le laisser au frigo. Donc au final, il doit jouer quoi, 17 matchs par saison. Tu peux te permettre ça. Étant donné que tu peux te permettre ça, profites-en. Marquinhos, surtout, il a une importance prépondérante. Pourquoi ? C'est un leader. Et dans cette équipe, on a beaucoup de joueurs techniques, beaucoup de joueurs qui sont très bons, mais on n'a pas beaucoup de leaders sur le terrain. On n'a pas beaucoup de gens qui peuvent porter le brassard dans cette équipe. Donc moi, je pense que si tu enlèves Marquinhos de cette équation, tu perds bien plus qu'un défenseur. Parce qu'il y en a beaucoup qui négligent un peu sa capacité à faire glow up les autres autour de lui. Parce que Pacho, si aujourd'hui il a atteint ce niveau-là, et il l'a dit lui-même en interview, c'est parce qu'à côté de lui, il a un Marquinhos qui l'a pris sous son aile, et qui lui a permis d'évoluer. Moi, j'ai l'impression que Pacho porte tout sur ses épaules, y compris Marquinhos. Moi, je pense que les deux sont aussi responsables du succès défensif du Paris Saint-Germain, l'un que l'autre. Et donc, moi, je repars un an avec Marquinhos sans problème. Il a seulement 32 ans. Donc, stabilité, pour vous, sera le mot-clé du PSG pour ce mercato. Justement, s'il y a une équipe qui pourra peut-être, moi personnellement, je le souhaite, je pense qu'il y a une autre personne ici qui le souhaite, détrôner le Paris Saint-Germain l'année prochaine, c'est le FC Barcelone, qui sera notre deuxième thème. Elton, ton avis par rapport au mercato à venir du FC Barcelone? On a Laszlo, de l'œil de l'As, à qui je passe le bonjour, qui devait être à côté de nous, donc grand supporter du Barça, qui m'a envoyé quelques questions sur le FC Donc Barcelone. j'ai passé au grill. Donc tu vas passer au grill. Donc là, en fait, là, il y a Deco. Voilà, Deco, il est là. Tu parles avec Deco, tu lui souffles à l'oreille. Hermano, queremos para nuestro equipo. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con mucho plata? Parce que visiblement, il y a de l'argent à FC Barcelone. Ouais. Donc, tout d'abord, on va faire poste par poste. Au niveau du gardien de but, qu'est-ce que tu fais avec Johan Garcia? Est-ce que tu le renouvelles? Est-ce que tu vas chercher un autre gardien? Est-ce que tu sors Ter Stegen? Est-ce que tu vas chercher une doublure? Et il va rempiler. Johan Garcia, ça a été un joueur qui a été, ou plutôt un gardien, qui a été fondamental dans la conquête de cette deuxième Liga du Barça. Il a une marge de progression sur la Ligue des Champions, bien évidemment, mais par rapport à un gardien qui a connu une réalité Espagnol-Barcelone, la réalité d'un maintien, et rapidement être à niveau sur une équipe qui joue sur 4 compétitions, qui doit être dans les derniers tours des plus grandes compétitions. Pour moi, il a fait une très bonne saison et il n'y a pas de raison pour qu'il remplisse. Il va falloir trouver une porte de sortie à Ter Stegen parce qu'il a connu un prêt qui a été absolument pas fructueux du côté de Girona, avec seulement un match joué et derrière sa blessure. Ne serait-ce que pour sportivement la sociologie du vestiaire et surtout économiquement avec son salaire, il faut lui trouver une porte de sortie. Adem. Et juste pour rester sur le poste de gardien de but, est-ce que les vacances de Chesney peuvent s'arrêter? Les vacances tout frais payées? Non, parce que Chesney, je veux bien, mais c'est aujourd'hui la doublure de Garcia. Au moindre pépin, tu te retrouves avec un monsieur qui n'est plus assez compétent pour défendre les cages du Barça. Il a bien rendu service au FC Barcelone quand même. Plus sur la saison dernière. Ouais. Franchement, je pense plus que c'est le Barça qui a rendu service à Chesney pour son palmarès que l'inverse. Parce que quand je l'ai vu face au Paris Saint-Germain, à chaque fois, c'était catastrophique. Enfin, le niveau de Chesney, il est plus du tout au niveau. Et lui-même le dit en interview, quand on veut me faire jouer, j'ai peur, je veux pas jouer. Il l'a dit lui-même, qu'il est plus au niveau, il est plus en forme. Moi, je pense qu'il faut surtout aller sur une doublure, quelqu'un d'expérimenté en Liga, qui pourra très bien te faire les matchs qu'il faudra quand Johan Garcia sera blessé, et qui surtout ne te causera pas des maux de tête à l'approche de grands événements quand Johan Garcia sera blessé. Très bien. Au niveau de la défense, qui sera, selon beaucoup de monde, l'axe principal, le chantier principal. A priorité, non. Il y a déjà 200 millions d'euros qui sont envoyés sur l'attaque. Donc je pense que Deco, il a d'autres envies que la défense. C'est vrai qu'on va revenir sur l'attaque après, mais là, c'est vrai que la défense,
pour beaucoup d'observateurs, c'est vraiment le chantier principal du FC Barcelone. Bah, c'est vrai que moi, je me suis battu tout au long de cette saison avec notamment Walid, notamment sur le narratif autour de la défense du Barça. Et moi, je le dis encore aujourd'hui. C'est beaucoup plus le système qui a à mettre en avant, enfin, ou plutôt qui a, entre guillemets, à signaler, plutôt que les interprètes. Parce que pour moi, notamment pour interpréter ce système qui est quand même très énergivore, très important, faut être dans l'élite justement pour incarner cette défense-là. Et ce que je veux dire par là, est-ce que sur le marché des transferts, tu as les moyens de tes ambitions pour recruter ce joueur qui va t'apporter un saut qualitatif? Je veux dire, demain, Pacho, il est sur le marché des transferts. Le Barça doit se positionner, bien évidemment, mais notamment sur la charnière centrale, parce qu'il est question de ça quand on l'évoque très souvent. Sur Justement, l'identité. là, à l'heure actuelle, tu vas chercher qui en défense centrale? Moi, je touche à personne. D'accord. Tu vas pas essayer de prendre un Konaté, le shipper. Non, je touche à Tu personne. n'y vas pas. Je touche Donc à tu restes personne. sur Moi, je Eric comprends Garcia et Koubarsi pour la saison prochaine. Koubarsi, même Gérard Martin. Même Ça Gérard a été Martin. la charnière qui a été Et pour toi, c'est consacrée. pas trop léger avec des champions? C'est pas une question de léger, c'est une question de système qui a repensé dans sa globalité. Parce que le Barça de Flick était une équipe qui se construit davantage par son attaque, Mhm. notamment en bien, notamment sur sa capacité à bien attaquer, mais aussi sur sa capacité à bien défendre. Le fait de chercher un Anthony Gordon, ça s'inscrit dans cette logique, avec le fait d'avoir un joueur qui est capable d'être intense, d'être rapide, notamment sur cette capacité à jouer sans ballon, mais d'être aussi le premier défenseur. Anthony Gordon, le Barça l'a affronté 3 fois, ou plutôt 2 fois et demi, parce qu'il était blessé. Il n'a pas eu un temps de jeu très important sur l'un des matchs. Ce qu'on a mis en avant du côté de Newcastle, et notamment d'Anthony Gordon, c'était que c'était le premier défenseur. Donc aujourd'hui, du côté du Barça de Flick, notamment à travers les attaquants, ils doivent être les premiers défenseurs pour justement avoir un travail qualitatif qui empêchait la défense d'avoir un énorme boulot. Adem. Moi, Elton, moi, je pense que même avec un système repensé, pour ces défenseurs-là, je trouve Gérard Martin, Eric Garcia et Koubarsi trop légers pour aller chercher une Ligue des Je suis Champions, d'accord pour avec faire toi. toute la saison. Moi, je pense que tu as besoin vraiment d'un joueur d'expérience dans tout ça. Pour accompagner Koubarsi, c'est mon idée depuis le début de la saison dernière. Je pense que Koubarsi serait encore meilleur, bonifié, si à côté de lui, il avait quelqu'un sur qui s'appuyer. Qui, Adem? Mais attention. Mais moi, je suis désolé, quand tu as 100 millions d'euros pour Alvarez, tu peux faire une grosse prime à la signature pour Konaté et essayer de faire un gros coup. Moi, je pense que la priorité, c'est davantage l'attaque. Moi, Tu penses j'en ai parlé tout au long de cette saison, et même sur les 2 dernières saisons du côté du FC Barcelone, à savoir que le Barça souffre d'un gros paradoxe, à savoir que ça met quantitativement beaucoup de buts, et qualitativement, il y a une limite qui est très importante, notamment sur les matchs à coefficient 4. Et on l'a vu sur un match à coefficient 3 contre Atlético de Madrid, notamment dans cette capacité à marquer ta domination, tu as été en incapacité de le faire. Notamment avec les Rashford, Lewandowski, Fermin Lopez sur le match retour. Et moi, j'avais dit la priorité pour faire ce qui se fait notamment dans l'élite du football avec le PSG et le Bayern, pour ne citer que, c'est que tu dois être beaucoup plus létal en attaque. Tu dois avoir, entre guillemets, une arme de dissuasion qui doit être offensive. En D'accord. sachant que historiquement, le Barça, c'est son ADN, est beaucoup plus un club d'attaquants que de défenseurs. Alors, vu que vous avez voulu parler des attaquants, alors que je vous parlais des défenseurs, on va aller sur les attaquants. À l'heure actuelle, on parle, comme vous le savez, de Julián Alvarez pour une centaine de millions d'euros. Moi, j'ai une question à vous poser parce que j'ai vu, avant d'arriver à l'émission, qu'il y avait une possibilité, bon, c'est un peu lointain, c'est moins concret que Julián Alvarez pour Harry Kane, que ça pouvait entrer dans une discussion. Demain, vous avez le choix entre les deux, vous allez sur qui? Ah non, mais Harry Kane, c'est biaisé. Il va pas partir. Mais sinon, je t'aurais dit Harry Kane spontanément. Je t'aurais dit Harry Kane spontanément, mais c'est biaisé par le fait que le Bayern ne va pas libérer. Moi, je pense qu'il y a un match entre les deux profils, de par la jeunesse de Julián Alvarez. Parce que Harry Kane, alors c'est vrai que sur l'instant T, qualitativement, tu t'assures 2 ans à 40, 50, 60 buts. Ça, c'est une certitude. Maintenant, Julián Alvarez, quoi, 25 ans? Si tu peux, tu Ouais, peux le 26 ans, verrouiller, profil d'avenir. 26 ans, si tu peux le verrouiller pour l'avenir, ça peut être un profil très très intéressant. Moi, j'y crois pas à Harry Kane. Tu as besoin de gagner maintenant, tu as besoin de revenir. J'y au crois top, pas à Harry Kane. de la Coupe Mais d'Europe. attention, Julián Alvarez, il va pas être lâché facilement par l'Atlético. Il y a le Exactement. président encore hier qui a fait une annonce pour dire qu'il n'était pas à vendre. Ça, c'est histoire de faire monter bien les enchères. J'attends de voir jusqu'où va être prêt le FC Barcelone à aller. Parce que 80 millions pour Gordon, sans la première offre pour Alvarez, on sait très bien que la première offre n'est jamais la dernière. Donc, qu'ils ont prévu d'aller encore plus haut, 120, 130, d'où sort l'argent. Attention à ne pas refaire les mêmes erreurs qui, à 5-6 ans, ne pas retomber ensuite dans une débauche et se retrouver dans 3-4 ans à devoir liquider même les studios du club. Parce que ça, on m'explique depuis 3 ans que le Barça n'a pas d'argent. Moi, je répondais que quand. C'est pas forcément n'a pas d'argent, c'est par rapport aux contraintes qui sont liées notamment
au fair play financier Voilà. local qui est très, très, très restreint. Moi, je n'étais pas d'accord parce que quand tu avais 65 à mettre sur Nico Williams, c'est que tu as des liquidités, Ouais. tu peux envoyer. Donc j'ai toujours pensé que le Barça pouvait envoyer. Mais à ce niveau-là, dès le mois de juin, parce qu'on est, on est le 2 juin aujourd'hui, je m'y C'est attendais vrai pas. que Honnêtement, je m'y attendais tout pas. le monde a été surpris par l'arrivée précoce de Gordon, surtout pour ce montant-là. Par rapport à Alvarez, est-ce que tu penses, Elton, que c'est le profil idéal pour coller avec Yamal et Rafinha? Moi, j'ai été très dur, notamment dans les émissions sur la saison quotidienne Liga de Julián Alvarez, parce que il devait faire un passage important dans l'esprit des observateurs football, être enfin un leader de projet, parce que c'était une variable d'ajustement du côté de Manchester City, une très belle variable d'ajustement, notamment sortie de banc. Et là, il avait l'occasion de s'inscrire dans les pas d'un Falcao, dans les pas d'un Antoine Griezmann ou d'un Luis Suarez à un degré moindre, quand bien même Luis Suarez, il a quand même rapporté une Liga. Il avait cette opportunité-là. Et moi, dans le quotidien, Alvarez, j'ai pas forcément aimé notamment ses prestations qui étaient en demi-teinte, qui étaient même insuffisantes au point d'être statistiquement derrière Sorloth. Maintenant, ce que je peux pas nier, c'est que Alvarez, c'est un joueur pour les grands matchs. C'est un joueur qui est animé à l'idée de faire les plus belles salles de concert plutôt que les cafés-théâtres. Très Et bien. ça, on l'a vu en Ligue des Champions, où tu as quand même inscrit 10 buts dans des moments qui ont été très importants, notamment le match contre le FC Barcelone. Pour moi, sa blessure contre Arsenal au match aller explique beaucoup de choses sur le match retour de Atlético, à savoir qui était diminué. On l'a connu notamment sur la Coupe du Monde 2022 et sa capacité à impacter les grandes rencontres. C'est précisément ce que cherche le FC Barcelone. Dans le profil, dans la connexion avec Yamal, avec Ce que Rafinha. j'aime beaucoup du côté de Julián Alvarez, parce qu'il y a des gens qui ne comprenaient pas forcément pourquoi je m'en prenais à lui, c'est parce qu'il a une qualité qui est très importante, qui est essentielle, parce que c'est un attaquant avec l'âme d'un milieu de terrain. Et ça, dans le jeu associatif, notamment du côté du FC Barcelone, notamment pour le standard technique que j'ai beaucoup critiqué cette saison du côté du FC Barcelone, ce sera un renfort de choix dans cette capacité à s'associer, notamment avec ses coéquipiers, à apporter de la continuité dans le jeu Blaugrana. Là où tu sais que Lewandowski, plus ça va, plus ça allait, plus il y avait un énorme plafond de verre, notamment à cause de ses limitations physiques, techniques. Ferran Torres, c'était beaucoup plus aléatoire, notamment sur ses limitations techniques, à savoir que c'était une remise de jeu qui passait, la deuxième remise. Il a rendu elle passait service, pas. quoi. Il a rendu service. Il a rendu service et Alvarez, il t'augmente le standard technique. Donc moi, j'aime bien cette idée d'avoir un Barça avec des joueurs qui ont l'âme de milieu de terrain. Un peu ce qui se passait du côté, on l'a évoqué en début d'émission, avec le Real Madrid de Karim Benzema, qui est un attaquant et qui avait l'âme d'un milieu de terrain, qui savait quand il fallait apporter de la continuité au jeu et quand il fallait in fine être létal devant le but. Adem. Parce que surtout qu'aujourd'hui, il n'y a pas énormément d'attaquants à aller chercher pour une enveloppe de 100 millions d'euros. Un attaquant qui est à la fois un vrai neuf, mais qui a cette qualité technique. Il n'y a pas une liste de 10-15 attaquants aujourd'hui en Europe. Le choix est très, très restreint. On n'a pas énormément de choix. On a peut-être Julián Alvarez, dans un autre registre, Hugo Ekitike, mais qui est blessé, qui en plus n'est pas disponible parce qu'il vient de rejoindre Liverpool. Isaac, c'est la même chose. Je ne pense pas que le Barça va aller le chercher. Ousmane Dembélé, n'en parlons même pas. Il y a Harry neuf se Kane, il est perdent bloqué. dans Donc en notre fait, c'est un football, peu il y a verrouillé neuf de se partout. Et Julián Alvarez était verrouillé, c'était un choix verrouillé, mais le Barça essaye quand même de forcer la porte parce qu'il a rejoint l'Atlético il n'y a pas longtemps, il a encore un contrat, le club n'est pas vendeur, c'est la volonté du joueur qui peut faire qu'il va se retrouver au Barça. Mais déjà, pour moi, ça va être un transfert tout sauf facile à conclure pour le Barça. C'est ça, exactement. C'est vrai que le président d'Atlético, ils ont inventé un nouveau mode de communication sur Twitter. De toute façon, avec les Rodrigo. c'est de bonne guerre. Parce Exactement. qu'on sait très bien que Julián Alvarez, encore plus avec le départ d'Antoine Griezmann, est considéré comme le franchise player de l'Atlético. En termes, par rapport à l'opinion publique, ce serait complètement désastreux d'arriver début juin et dire voilà, on laisse Julián Alvarez. Parce que le message que tu envoies à notamment tes supporters, les messages que tu envoies à l'opinion publique, c'est voilà, tu te couches très rapidement. Tu sais que c'est un dossier qui va être un long feuilleton, qui va se décompter au mieux pendant la Coupe du Monde, au pire après la Coupe du Monde, s'il y a une issue positive. Mais tu sais très bien que, notamment par rapport à la notion de timing, tu peux pas être comme sur Anthony Gordon. Anthony Gordon n'est pas un enjeu majeur pour Newcastle, encore plus sur une année où ils seront pas en Ligue des Champions et par rapport au fair play financier local, ils devaient vendre. Là, la problématique, elle est différente du côté de l'Atlético de Madrid, qui sort d'une demi-finale de Ligue des Champions, avec un joueur qui est champion du monde, qui porte le numéro 9. Les enjeux ne sont pas les mêmes. Quid justement avec l'arrivée de Gordon, de Marcus Rashford? Moi, j'ai pas compris. Vous signez, vous le renvoyez à Manchester? Marcus Rashford, c'est retour à l'envoyeur. Et toi, Adem? Moi, honnêtement, j'ai pas compris le move de prendre Gordon pour 80 millions d'euros alors que tu avais Rashford pour 28. Ça, honnêtement, je le comprends pas.
Je trouve pas qu'il y ait un saut qualitatif et dingue. Rashford approche de la trentaine, mais il en est pas si proche encore. Et surtout que j'ai vu des rumeurs que Rashford pourra rester dans un rôle de backup. Donc si par contre Rashford reste en plus de Gordon, de Rafinha, je comprendrais pas l'accumulation de talent à ce poste-là. Surtout que 80 millions pour Gordon, je sais pas ce que t'en penses Elton, mais dans la liste des priorités, j'aurais pas du tout fait ça. Si dans la liste des priorités, en fait, moi, je m'étais positionné là-dessus. Bah, c'est depuis l'été dernier, on était déjà sur cette idée de renforcer son attaque parce que Gordon, mine de rien, c'est le premier transfert, c'est ce premier recrutement d'un ailier depuis Rafinha en 2022. C'est-à-dire que c'est un poste qui n'a pas été renouvelé. Et moi, je l'avais déjà anticipé l'été dernier et même la direction, ils avaient anticipé la problématique physique du côté de Rafinha qui a été mise en lumière cette saison avec beaucoup d'absences et notamment sur le quart de finale contre Atlético. Il y a la réalité contractuelle, encore une fois, d'un Rafinha qui a seulement 2 ans de contrat. Est-ce qu'il va partir potentiellement cet été, l'été prochain? Donc on doit anticiper. Et c'est surtout une manière aussi de renouveler son attaque de manière qualitative avec un joueur qui a quand même marqué 10 buts en Ligue des Champions. Pour revenir sur Marcus Rashford, moi c'est vrai que sur les réseaux, je l'ai beaucoup piqué parce que moi je fais On a le vu, on a distinguo. vu. Il y a une réalité statistique pour Rashford et moi je suis convaincu que l'équipe n'a pas mieux joué avec lui parce que c'était souvent. C'est un peu la même problématique avec Kylian Mbappé, c'est que les statistiques masquent notamment des problématiques de jeu encore plus de manière prononcée parce que Rashford n'est pas Mbappé et que très souvent il y a eu des problématiques dans le jeu qui sont pas seulement de la faute de Marcus Rashford parce que le pauvre aussi il est arrivé dans une équipe où il y avait parfois beaucoup d'absents, c'était pas la meilleure des choses pour s'intégrer, mais il est aussi partie prenante, notamment son profil, c'est-à-dire un joueur qui demande beaucoup de ballons dans les pieds, un joueur qui sans ballon ne presse quasiment jamais, donc ce qui a exposé notamment la défense du Barça. Donc moi je pense que ça vaut mieux pour tout le monde d'avoir une saison où Rashford aura des images fortes dans la saison 2025-2026 du Barça, mais pas plus. Très bien, donc du coup, si j'ai bien compris, ça retourne à Manchester. Au niveau des latéraux, que ce soit à droite ou à gauche, on va commencer par Baldé et Koundé. Est-ce que vous vendez un des deux ou est-ce que vous gardez les deux? J'ouvre la porte pour Koundé. Pour Koundé, J'ouvre la porte pour Koundé. Je pense qu'il a un meilleur marché potentiellement que Baldé. Après, c'est vrai que Baldé, il y a un tropisme enfant du club qui est jeune, qui peut se refaire. Koundé, encore une fois, on doit avoir une réalité de directeur sportif. Il entre dans sa 28e année. Donc, c'est l'une des dernières fenêtres de tir pour pouvoir tirer un bon prix. On sait qu'à la base, il devait venir en défense centrale, mais la réalité économique et planification sportive l'a amené à être un latéral droit. Peut-être qu'il a envie aussi de repartir sur un projet où il veut être davantage défenseur central, qui est son poste de formation. et moi, ça au je FC Barcelone, c'est impossible? Moi, c'est ça que je n'arrive C'est pas ça à que je comprendre. comprends Parce pas, que mon pour moi, il nom. serait la solution à beaucoup de problèmes. Ce qui est paradoxal, c'est que Koundé, les rares fois où il a été ici, notamment, enfin, les rares fois, il a été ici lors de la saison 2023-2024, ça n'a pas été forcément sa meilleure saison. Je dis ça sur la première partie de saison. Il y a notamment des matchs où il était passé à côté, un match contre Alaves, où Ça commence à remonter 2023. On peut quand même essayer de retenter Ouais, je suis ça. d'accord avec Moi, ça. je Ouais. pense que dans un marché des défenseurs, où tous les défenseurs coûtent très cher dès qu'ils savent faire une passe et qu'ils sont un peu grands et un peu rapides, avoir un Koundé sous la main, le réaxer en défense centrale pour aller chercher un profil à droite, je pense que ça pourrait être moi, une très aujourd'hui, très bonne pour moi, solution. c'est pas meilleur qu'un Koubarsi, et je le vois pas dans un poste d'axe gauche. C'est Donc, pas meilleur que Gérard Martin? je le vois pas dans un poste d'axe gauche D'accord. qui met pas en avant ses principales qualités. Et on sait du côté d'Antiflick, il y a besoin d'avoir. C'est pour ça qu'il a mis en avant Gérard Martin. Comme il a mis en avant Inigo Martinez, il est très attaché à son axe gaucher. Ce que D'accord. n'est pas Jules Koundé. Et Jules Koundé, moi, je me dis de manière pragmatique, s'il y a besoin de tirer un bon billet, c'est le moment. Et on va chercher qui du coup à droite? Alors, on va chercher qui du côté droit. Après, c'est vrai que c'est un marché qui est Compliqué, il n'y a pas c'est énormément de très joueurs. compliqué. Il y a la piste Denzel Dumfries qui a déjà été évoquée la saison dernière. Mais moi, je pense qu'ils vont s'appuyer sur Eric Garcia cette saison. Et si tu peux aller Denzel Dumfries, encore une fois, par rapport à son relatif prix qui serait abordable, on parle d'une vingtaine de millions d'euros, notamment avec une clause, puisqu'il entre dans sa 30e année, ce sera intéressant. Adem.
Écoute, à droite, tu dépasses rapidement les 80 millions d'euros, les 60, hein. Je pense à un Malo Gusto, jeune. Je pense à ce type de joueur-là. Hakimi, aujourd'hui, il n'est pas sur le marché. Leimer au Bayern, c'est la trentaine passée. Du côté du Real, c'est en train de se renouveler avec Arnold qui vient d'arriver. T'as pas énormément de Il joueurs. n'y a pas Et beaucoup de c'est choix. pour Ouais. ça que dans ce marché-là, hormis Dumfries qui serait abordable et qui est en plus quand même une référence au poste aujourd'hui en Europe, même si sa saison a été moins bonne que la précédente, je pense que ça serait, au niveau rapport qualité-prix, quand j'entends 20 millions d'euros, il faut y aller. Le meilleur choix. Pour conclure sur le FC Barcelone, à gauche, Grimaldo, Cucurella. Est-ce que vous partirez sur un de ces deux profils-là ou vous resterez. C'est conditionné notamment un départ des deux latéraux, parce qu'aujourd'hui, du côté du FC Barcelone, on peut aussi penser qu'ils peuvent avoir une saison rachat. Koundé, je n'oublie pas qu'il y a eu des blessures qui l'ont perturbé tout au long de la saison. Même chose pour Baldé. Cucurella, moi, ce serait mon choix numéro un par rapport à cette notion d'âge. Grimaldo, c'est un 95. Cucurella, c'est un 2000. Non, c'est un 98, pardon. Champion d'Europe titulaire avec l'Espagne, et formé au club. Tout ça, Grimaldo également formé au club. Tout ça, c'est quand même très intéressant et c'est un joueur qui est animé à l'idée de gagner des duels. Si tu veux, notamment par rapport à la problématique du secteur gauche avec l'axe gauche et le latéral gauche, avoir un défenseur qui est dans cette optique de gagner des duels, ce serait quand même bienvenu pour le Barça où tu sais que oui, il y a une marge de progression. Adem. Bah, à gauche, entre Grimaldo, comme tu l'as dit, qui a en plus moins d'expérience que Cucurella, est moins référencé aujourd'hui. Cucurella, pour moi, aujourd'hui, est dans le top 3 européen, hein. Très clairement, ce qu'il a pu montrer en sélection et en club à Chelsea. Alors, cette saison, c'est un peu en dents de scie, mais c'est tout Chelsea qui est en dents de scie. Quand je me rappelle la saison précédente, la Coupe du Monde des clubs, et sous Maresca, c'était un très, très, très bon joueur de ballon. Et je pense qu'il colle parfaitement à l'ADN Barça. Comme l'a dit Elton, il est formé là-bas, donc ça ne m'étonne pas beaucoup. Mais je pense qu'un retour à l'envoyeur serait la meilleure chose. Maintenant, à quel prix? Je pense que Cucurella, c'est pas en dessous de 50-60 millions d'euros, encore une fois. Donc ça dépend où est-ce que tu veux mettre l'argent. Et comme on l'a dit tout à l'heure dans l'émission, si tu as 200 millions d'euros à mettre sur l'attaque, qu'est-ce qui te restera pour ta défense, pour tes latéraux et peut-être même au milieu de terrain pour te renforcer? C'est des choix à faire. On va transmettre à Deco, en tout cas, toutes ces idées pour le FC Barcelone de la rentrée. Dernier thème, le Congo, cher à Elton Mokolo. Petite preview Coupe du Monde, ça approche. On est dans le Money Time. Les derniers réglages. 9 jours de la Coupe du Monde. Les hein, derniers mine de rien. réglages se peaufinent. On est à 9 jours de la Coupe du Monde au moment où on enregistre l'émission. Tu vois, tu as déjà les réflexes journalistes au moment où on enregistre. Exactement. Donc, Elton, je rappelle le groupe du Congo, Portugal, Colombie, Ouzbékistan. Quelles sont clairement tes attentes? À quelle place le Congo, pour réussir sa Coupe du Monde, pour atteindre ses objectifs, doit finir dans ce groupe? Tu dois passer cette étape-là. Tu dois arriver sur les 16e de finale de Coupe du Monde. Ce serait une Coupe du Monde qui serait réussie pour la République démocratique du Congo. Tu viens pas pour y faire de la figuration, tu viens pas pour faire une Coupe du Monde commémorative par rapport à ce qui s'est passé en 74. Tu dois avoir une logique de travail, une logique de compétitivité qui doit prévaloir. On était ensemble du côté du Maroc. Moi, je reste ferme sur cette idée que c'est une coupe d'Afrique des Nations qui a été ratée. Quand bien même tu es éliminé en prolongation, mais c'est un retour, tu as régressé par rapport à cette demi-finale du côté de la Côte d'Ivoire. Sur ce que tu as montré, c'est 5 buts en 5 matchs, mais 3 buts contre le Botswana sur le dernier match. Ce que je veux dire par là, c'est que t'as pas avancé. Et que même si tu t'es qualifié sur les barrages intercontinentaux par rapport à tout ce que ça représentait sur le domaine historique symbolique, moi je veux bien. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est la logique sportive. Et sur la logique sportive, je ne vois pas une équipe qui est en progression. Je vois une équipe voilà, qui est notamment sur le fait de stagner, voire régresser. Adem, Totalement d'accord. Dans le jeu, le Congo, alors oui, il y a des accomplissements. Il y a cette demi de Cannes il y a quelques années. Il y a cette fois-ci un quart de finale en janvier au Maroc. Tu te qualifies pour la Coupe du Monde. Mais le match contre la Jamaïque, à regarder, c'était très, très compliqué à regarder. C'était dur. Le match contre l'Algérie, les 90 premières minutes, à part défendre, tu ne proposes pas grand-chose. Donc au final, en termes de jeu, oui, il y a les accomplissements, mais tu ne construis rien, j'ai l'impression. S'il n'y avait pas eu ces résultats, il n'y avait rien à tirer de cette équipe pour construire sur l'avenir. Maintenant, quand tu regardes cette poule, Colombie, Portugal, tu ne pars pas favori. L'Ouzbékistan, Est-ce que ça peut rivaliser avec la Colombie pour vous, le Congo? Et ça peut rivaliser avec tout le monde. sur Maintenant, 90 minutes, oui. maintenant, Avec tout le monde? Avec le mais- Portugal non, aussi? non, mais attention, ce que je vais dire par là, c'est que tu peux rivaliser avec le Portugal, comme tu as rivalisé avec le Sénégal au Stade des Martyrs. Mais tu as perdu. C'est vrai que c'est pas. Non, mais ce que je vais te Il y dire. a perdre et perdre. Il y a Non, deux manières de ouais, perdre. c'est ça. Je Ce que je veux comprends. te dire par là, c'est que tu peux rivaliser. Et encore une fois, là n'est pas question. La question, c'est est-ce que tu vas être compétitif pour pouvoir prendre des points ou un point? Elle est là, la nuance. Donc, moi, je pense que tu peux rivaliser, mais tu peux rivaliser et perdre 2-0.
Tu vois ce que je veux dire? Mais si tu rivalises et que tu perds 2-0 face au Portugal et à la Colombie, par exemple, et que tu fais ton match contre le Ouzbékistan, tu peux sortir à 3 points. Tu peux Et à sortir 3 points, tu peux être meilleur troisième. Mais si tu ne finis pas dans les meilleurs troisièmes, rentrer chez toi en ayant perdu contre la Colombie et le Portugal et en ayant rivalisé, personne ne t'en tiendra rigueur. Donc ça va dépendre aussi beaucoup du contenu. Si tu te prends 3, 4 à chaque fois contre le Portugal, la Colombie, en ayant l'impression d'avoir passé un calvaire pendant 90 minutes, en n'ayant jamais rien tenté et que tu prennes la porte, à ce moment-là, je pense qu'au pays Elton le premier, ça va crier. Rapidement, par rapport à cette Coupe du Monde, votre favori? Mon favori, moi, je dirais, allez, la France. Moi, c'est le Portugal, je les vois très forts. Donc, tu vois le Portugal démarrer par un gros score contre le Congo, quoi. C'est ça que tu es en train de nous dire, Adam. Pas forcément, parce que c'est pas forcément les équipes qui démarrent très bien qui vont au bout. Regarde la France, à chaque fois en match de poule, c'est pas forcément L'Argentine en flamboyant. 2022. L'Argentine qui perd contre l'Arabie Saoudite en 2022. Moi, je pense que vraiment c'est sur la durée. Moi, le milieu de terrain portugais me terrorise. Quand je vois Bruno Fernandes, Vitinha, João Neves appuyés sur les côtés par Nuno Mendes, par João Cancelo, avec de l'expérience derrière, même si Ruben Dias il est un peu en dents de scie ces derniers temps, je pense qu'il sera au niveau pour cette Coupe du Monde. Devant, c'est vrai que qualitativement, on peut avoir des questions à se poser sur Leao, vu sa saison. Il ne faut pas oublier qu'à l'AC Milan, il a joué en tant que numéro 9 cette saison, ce poste qu'il n'occupe absolument pas. C'est absolument pas Pour son toi, poste. Cristiano Ronaldo, ça va pas poser problème? Bien sûr Titulaire? que non. Non, pour moi, Ronaldo est toujours un atout et pas un problème. Ayton? Ah ben, pour moi, là où je mets des réserves sur le Portugal, c'est qu'on n'est pas plus avancé par rapport à l'Euro 2024, où la problématique du secteur offensif, au-delà de Cristiano Ronaldo, qui a été fortement critiqué, elle se discute parce qu'en fait, c'est toujours la même histoire. C'est que oui, Cristiano Ronaldo, on a bien vu, on n'est pas sur ses meilleures années, mais à côté, qui est en capacité de lui donner la réplique et même de passer devant lui? Je veux dire, Personne. Gonzalo Ramos souffre d'une situation qui est quand même compliquée en club. C'était Genre, lui le successeur normalement, mais malheureusement. Après 2022, c'était limite, c'était lui le successeur. On avait son trouvé la triplé, pierre ouais. philosophale. Ouais. Joao Félix est allé en Arabie Saoudite. Leao sort d'une saison qui a été très difficile avec Milan, au point même qu'il a des velléités de départ. L'identité de lié droit. Et moi, j'ai bien peur qu'on soit sur la répétition de ce qui est la théorie du papier mouillé. C'est-à-dire que tu peux dominer, mais notamment sur le football international, sur le football de sélection, il faut marquer cette domination. Alors oui, sur la Ligue des Nations, tu as été en capacité de retourner la rencontre contre l'Allemagne et contre l'Espagne, tout du moins sur la séance de tir au but. Et moi, je me dis, je n'oublie pas que sur 8 matchs de compétition, 8 matchs qui ne sont pas 7 matchs, cette capacité justement à avancer dans le tournoi avec une attaque qui se cherche, qui se cherche une identité, qui se cherche une complémentarité, pour moi, c'est rédhibitoire. Et dernière question, votre équipe, votre grosse nation que vous voyez flop pour cette Coupe du Monde? Spontanément, l'Allemagne. J'y vais. Ouais, mais après l'Allemagne, au vu de ce qu'ils ont montré, on les attend pas non plus dans le dernier carré, Elton. L'Allemagne. Ça reste une grosse Tu nation vois, quand même. moi, l'Allemagne, quand je les vois face à la France dès les huitièmes, s'ils sortent, personne ne sera étonné. Moi, grosse nation, quand je vois le tableau, la France, parce que honnêtement, je pense Tu vois pas, la France flop je à pense cette pas Coupe que du ça Monde? passe en quart contre l'Espagne, par exemple. Et je pense pas que, sauf si Kylian Mbappé a décidé de se mettre au travail et de courir, mais si on est toujours à 10 sans ballon, je ne vois pas cette équipe de France rivaliser face à un favori. Alors Parce que qu'aujourd'hui, Ayton, toi, tu les vois en c'est- favori numéro 1. Oui, je les vois en favori parce que moi, j'aime bien le laboratoire tactique de Deschamps depuis 2 ans et notamment cette équipe de France des 4 attaquants. Il y a eu du bon, il y a eu du moins bon, mais il y a de la continuité, il y a de la cohérence. Et moi, je me dis que sur un tournoi final, quand bien même il peut y avoir des ajustements, c'est une équipe en fait qui a tellement d'outils qu'elle peut, même si sur un match ça peut pas être bon, elle peut maquiller sa réalité d'une manière temporaire pour avancer dans le tournoi. En fait, c'est une équipe qui est caméléon sur certains aspects et qui peut avancer notamment jusqu'à la fin du tournoi. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que j'ai vraiment peur que les outils soient mal utilisés. C'est vrai que tu as les meilleurs outils de la boutique et de l'avenue. C'est vrai, quand tu vois l'attaque qu'on a, on a la meilleure attaque du monde. Sauf que le problème, c'est que si tu mets Olysée en 10 alors que c'est un ailier droit, que tu mets Dembélé ailier droit alors qu'en ce moment c'est un 9, et que Mbappé tu le fais jouer 9 alors qu'on sait très bien qu'on le préférait à gauche, au final, tous tes meilleurs outils se retrouvent un peu à l'envers. Et moi, j'ai peur du 2002. J'ai peur d'avoir les meilleurs attaquants du monde pour au final, offensivement, ne pas proposer grand-chose parce qu'on va avoir des joueurs qui se cherchent,
qui n'ont pas forcément créé de lien dans ces positions-là. Parce que j'oublie pas que les matchs qu'on a vus, j'ai pas été emballé, moi, par les prestations que j'ai vues sur les 2 précédentes années. Alors oui, il y a le Brésil, mais le Brésil, on sait très bien que c'est un match amical, un match commercial. Il y avait en face une équipe du Brésil qui n'avait pas sa charnière centrale, pas son gardien de but. Et moi, je pense vraiment que cette équipe de France, si on met toutes les pièces dans le bon sens, ça peut donner quelque chose de phénoménal. Mais malheureusement, je suis convaincu qu'on va devoir faire un Kaolizé numéro 10, un Dembélé à droite qui se cherche un peu. On l'a vu contre le Brésil, qui décrochait beaucoup et qui ne savait pas vraiment où se placer. Et un Mbappé en neuf qui décroche beaucoup. Si on joue comme ça, je ne vois pas comment cette suprématie offensive pourrait justement porter ses fruits. Elton, le mot de la fin? Non, mais aujourd'hui, du côté de l'équipe de France, forcément, il va y avoir des joueurs qui vont être à contre-emploi, mais je ne pense pas que ce soit une mauvaise chose, parce qu'il y a aussi quelque chose qu'il faut prendre en compte, c'est qu'il faut dépasser la réalité du football de club, et qu'on doit avoir un logiciel beaucoup plus football de sélection avec des associations qui, à première vue, peuvent nous paraître, entre guillemets, bizarres, contre-culturelles par rapport à ce qu'on voit en club. Et je vais te donner un exemple très concret. L'Espagne de 2010, on regarde l'assemblage. Un Xavi, je le regardais, enfin je le lisais en conférence de presse. Lui disait qu'il évoluait en pointe haute, notamment dans le 4-2-3-1, ce qu'il ne faisait pas au Barça. Pourquoi? Parce qu'il y avait un tel matériel à disposition qu'il fallait s'adapter. De la même manière qu'Iniesta, qui était dans la salle des machines au FC Barcelone, il était dans une position d'ailier gauche. Ouais. Pas forcément le système qui le met plus à contribution. Mais le fait est que c'est la réalité du football de sélection, parce qu'on a des joueurs qui sont tellement importants dans les clubs, que tu dois trouver notamment une formule de compromis, une formule qui va justement essayer d'épouser la plupart des qualités de tous les joueurs. Et quand on sait que Didier Deschamps est pragmatique, on lui souhaite de réussir son coup et de trouver la bonne formule pour cette Coupe du Monde. C'était le premier épisode du Bello Time. J'espère que vous avez pris plaisir. Elton, dernière chose. Walid Acharchour, pendant la nouvelle voix de l'After, il nous a surnommé Création Acharchour, Adem et moi. Il a mis le tampon? Il a mis le tampon, voilà. Pour lui, on est des... Moi, il a clairement dit que j'étais son fils, moi, dans un épisode. Est-ce que pour toi, là, après cette heure d'émission, tu valides ses propos? Est-ce que tu as eu l'impression d'être avec Walid ou Non, mais lui, Walid Acharchour, il parle toujours avec engouement. C'est ça son problème et tout. Je fais fils de qui je fais t'as créé quoi, toi? T'as créé quoi? Non, Walid, reste tranquille. Un message pour lui? Walid, on va se retrouver très rapidement. Et arrête avec tes mots qui savent rien dire, là. Le message est passé en tout cas. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à laisser vos avis en commentaire, à partager l'émission. Que la fête commence. Bello Time, c'était l'épisode 1. Adem, Elton, merci beaucoup. Merci à toi. Merci à toi.